La sonnette retentit une fois. Personne à la porte. Mais Miss Marple savait que quelqu'un était arrivé. « Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave. Participez au mystère. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez. Je suis ravi d'avoir de vos nouvelles. Entrons dans le vif du sujet. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par quelque chose d'assez ordinaire. Le thé annuel de la Rosewood Garden Society battait son plein. Des serviettes lilas flottaient comme des papillons de nuit sous la pergola. Des plateaux de génoise Victoria et de sandwich au concombre ornaient chaque table, et le bourdonnement distingué des conversations du village ponctué seulement par le tintement occasionnel de la porcelaine. Miss Jane Marple, bien sûr, était présente. Non pas pour les ragots, même si elle écoutait attentivement, mais pour les roses. Elle admirait le nouvel Abraham Darby de Madame Edgewater avec une admiration légitime et commentait avec savante l'oïdium qui menaçait les roses à thé des haleines. C'était le genre d'après-midi de fin d'été que la campagne anglaise réussit, ça le mieux, chaud, serein, teinté d'un léger parfum de lavande et de secret. Puis la cloche a sonné, pas le doux tintement d'une sonnette de domestique, ni la cloche du portail du presbytère qui grinçait si on ne la soulevait pas correctement. Non, c'était le tintement solide et caractéristique de la cloche d'entrée de Darnley Grange, la grande maison étouffée par le lierre qui se dressait juste derrière la haie, telle une pensée profonde, restée inexprimée. Tout le monde l'entendit. Les têtes se tournèrent légèrement, mais personne ne dit rien. Pas encore. Madame Clément, l'épouse du pasteur, jeta un coup d'œil par-dessus sa tasse de thé. « Étrange, » murmura-t-elle. « Ils n'ont jamais de visiteurs le dimanche. »« En effet, » dit le colonel Appleton en ajustant sa cravate avec raideur. L'endroit est silencieux comme un tombeau depuis le décès de Sir Geoffrey. Il n'y a plus que mademoiselle Templeton, n'est-ce pas? Oui, ma pauvre chérie, ajouta mademoiselle Lavinia Fawcett, seule dans ce grand tas avec le vieux Dodd, le jardinier, et la femme de chambre. Comment s'appelle-t-elle? Hetty? Miss Marple remuait son thé pensivement, sans lever les yeux. Quelqu'un sait-il qui pourrait appeler? Demanda le jeune docteur Lennox, qui venait tout juste de reprendre le cabinet du village, succédant au vieux docteur Fraser. C'est peut-être un notaire? Mais alors même qu'il le disait, le bruit de pas précipités, légers, résonna sur le chemin de gravier, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce qu'une fille agitée dans un tablier pâle fasse irruption dans la garden party, les yeux écarquillés et les cheveux en bataille. C'était Hetty, la femme de ménage. Elle s'arrêta juste à l'intérieur de la tonnelle, essoufflée et pâle, comme si les roses elles-mêmes l'avaient étourdie. « C'est mademoiselle Templeton », haleta-t-elle. « Elle est allongée dans le hall d'entrée. La sonnette a sonné, j'ai ouvert la porte, et elle était là, juste allongée là, comme si elle était tombée. Seulement, il y a du sang, madame. Sur le marbre. » Un silence tomba sur le jardin comme un voile tombé. Madame Edgewater poussa un cri silencieux, et le docteur Lennox était déjà debout, cherchant son sac. Miss Marple posa doucement sa tasse dans sa soucoupe, les yeux plissés, non pas par alarme, mais de cette manière légèrement distraite qu'elle avait souvent, comme si elle se rappelait la fin d'une histoire à moitié oubliée. « Curieux, » murmura-t-elle doucement. La cloche a sonné. Mais il n'y avait pas de visiteurs, et avec cette observation silencieuse, le monde de Rosewood bascula, très légèrement, dans l'obscurité. La nouvelle se répandit plus vite que les précieux pigeons voyageurs du village n'auraient pu le faire. Lorsque le soleil se coucha derrière les ifs bordant la ruelle, chaque salon de Rosewood avait un sujet de conversation nouveau et terrible à discuter au dîner. Miss Templeton, nièce recluse de feu Sir Geoffrey Templeton, avait été retrouvée, inconsciente, ou pire, dans le grand hall de Darnley Grange. La cause, inconnue. Les circonstances, profondément troublantes. La cloche avait sonné mais personne n'était là. Pas de pas, pas de voiture, pas d'automobile. Juste la sonnerie aiguë et retentissante de la porte d'entrée, et la jeune femme s'effondra sur le sol en marbre poli,
une tache de sang près de la tempe. Certains disaient qu'elle avait glissé. D'autres, plus théâtraux, murmuraient qu'elle avait été agressée, empoisonnée, abattue, étranglée. L'absence de preuves tangibles laissait libre cours aux spéculations. À 8 heures, au Two Elms, l'unique pub du village, les habitués étaient déjà rassemblés dans un murmure de spéculation. Le colonel Appleton se pencha sur sa pinte, la moustache hérissée. « Écoutez-moi bien, c'est ce maudit neveu de Sir Geoffrey, » déclara-t-il, la voix déjà teintée d'indignation. « Lionel Templeton, un sale type. Il a été rayé du testament, vous savez. Je ne lui ai jamais pardonné d'avoir hérité de la succession. Lionel n'a pas mis les pieds à Rosewood depuis 5 ans, fit remarquer M. Burroughs, l'épicier. Il vit à Brighton maintenant, paraît-il. » Appleton renifla. « Ça, qu'à lui facilite d'autant plus la tâche pour revenir discrètement, n'est-ce pas ?» Au bureau de poste de Rosewood, Miss Emily Finch fermait tôt, son efficacité habituelle émoussée par la distraction. Hetty a dit que mademoiselle Templeton serrait quelque chose dans sa main, raconta-t-elle à sa sœur venue prendre le thé. Elle ne voulait pas le lâcher, même à l'arrivée du médecin. Ils ont dû le lui retirer des doigts. « Vraiment ? Qu'est-ce que c'était ?» demanda sa sœur avec empressement, son tricot momentanément oublié. Émilie secoua la tête. Personne ne le dit, mais Hetty avait l'air d'avoir vu un fantôme. Au presbytère, Madame Clément arpentait son salon, un coussin à moitié brodé oublié sur ses genoux. Le révérend Clément était assis dans son fauteuil, le front plus profond que le livre des Lamentations. « C'est troublant, » murmura-t-il. « Darnley Grange a toujours été un endroit si calme depuis la mort de Geoffrey. Tu ne supposes pas ?» Sa femme agita la main avec impatience. Silencieuse, certes, mais pas exempte de scandale. N'oublions pas l'affaire du frère de Geoffrey en 1931. Et il y a eu ce terrible incident avec la femme de ménage qui a disparu. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait chrétien dans cette maison. Dans le confort de son propre salon à Danemead Cottage, Miss Marple était assise tranquillement en train de tricoter un couvre-thé lilas, la pelote de laine roulant doucement à ses pieds. On en apprend beaucoup sur les gens à la façon dont ils réagissent à la surprise, dit-elle à son chat, allongé paresseusement sur le rebord de la fenêtre. Le choc révèle le tempérament. Et le tempérament, chère Dinah, montre si souvent la voix. Dinah agita sa queue en signe de reconnaissance vague. Miss Marple pensa au visage terrifié d'Hetty, aux mains du docteur Lennox alors qu'il s'était penché sur Miss Templeton. Ferme, mais pas imperturbable, et à l'étrange silence tremblant qui s'était installé une fois le mot prononcé, « Sangha » était dit à haute voix. Elle avait aussi remarqué une chose curieuse. Lorsque Hetty avait décrit la sonnette, elle n'avait pas regardé Miss Marple ni aucune des dames plus âgées réunies dans le jardin. Elle avait regardé brièvement, mais avec une peur évidente, directement Madame Edgewater. C'était quelque chose à prendre en considération. Le lendemain matin, il pleuvait, une bruine douce et persistante qui effaçait la couleur du village et envoyait les parapluies flotter dans la rue principale comme des champignons flottants. Mademoiselle Templeton n'avait pas repris connaissance. Le docteur Lennox l'avait gardée chez lui toute la nuit, compte tenu de la gravité de sa blessure à la tête et du manque de confiance qu'il accordait au personnel de Darnley Grange. La femme de chambre Hetty, déjà prise de panique, s'était mise à pleurer par à-coups et à murmurer. Le coup, ça venait du mauvais côté. Le gendarme local, le sergent Bridger, avait adopté une approche prudente. Peu, enclin à tirer des conclusions hâtives, il avait effectué sa ronde avec un soin méthodique, posant peu de questions mais notant un grand nombre de réponses. « Je ne serais pas surpris que ce soit de jeunes voyous », dit-il à Miss Marple plus tard dans la matinée, alors qu'elle cherchait de la marmelade à l'épicerie du village. « Rien n'a été volé, la maison n'a pas été saccagée. Elle aurait pu tomber et se cogner la tête. Ça arrive. »« Bien sûr, » répondit Miss Marple d'un ton aimable. « Mais on l'a retrouvée au pied de l'escalier, n'est-ce pas ?» Bridger fronça les sourcils. « C'est vrai, mais la cloche a sonné en premier. »
comme si quelqu'un l'avait appelée. Aurait-elle dévalé l'escalier pour les accueillir? À ton avis? A-t-elle risqué de glisser avec une telle précipitation? Bridger semblait incertain. Tu crois que quelqu'un l'a poussée? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est un comportement humain curieux. Les gens courent rarement, sauf s'ils fuient ou s'ils sont très impatients. Elle le laissa avec ça, et emporta sa marmelade chez elle sous son parapluie, en contournant prudemment une flaque d'eau particulièrement grande au pied des marches de la poste. Le deuxième soir, les discussions à Rosewood avaient pris un ton plus sombre. Certains villageois disaient que Mademoiselle Templeton avait des ennemis. D'autres affirmaient qu'elle recevait d'étranges lettres sans que personne puisse en dire le contenu. Quelques-uns se souvenaient qu'elle avait été fiancée à un notaire londonien, un certain monsieur Mallory qui avait disparu brutalement de sa vie 3 ans auparavant. On murmurait qu'elle avait le cœur brisé, voire qu'elle était en pleine dépression. Lors de la réunion de la société de jardinage, reportée à la hâte à l'intérieur en raison du mauvais temps, Mademoiselle Lavinia Fawcett a avancé une nouvelle théorie. Elle a trouvé quelque chose, dit-elle d'un ton dramatique, baissant la voix. Peut-être quelque chose en rapport avec la maison. On disait que le vieux Geoffrey était plutôt irrégulier dans ses finances, et elle fouillait dans les papiers, j'ai entendu dire. Miss Marple écoutait en silence, sirotant son thé. Elle n'aimait pas les conjectures, mais elle trouvait instructif de noter qui contribuait au ragot et qui restait curieusement silencieux. Madame Edgewater, par exemple, n'avait presque pas prononcé un mot depuis l'incident. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à aller au lit, Miss Marple réfléchissait à ce qu'elle savait. Une cloche avait sonné. Personne n'était venu à la porte. Miss Templeton avait été retrouvée inconsciente près du hall en sang. Elle serrait fermement quelque chose dans sa main. Et Hetty, la femme de ménage, avait été effrayée, certes, mais pas surprise. Les gens, dit doucement Miss Marple en enroulant son châle autour de ses épaules, vous diront toujours ce que vous avez besoin de savoir, pas avec leur bouche, bien sûr, mais avec tout le reste. Et sur ce, elle éteignit sa lumière. Le lendemain, matin, la pluie laissa place au brouillard, un brouillard doux et laineux qui s'accrochait aux haies et plongeait le monde dans un gris paisible. Darnley Grange, déjà sombre par nature, ressemblait désormais à un roman gothique. De hautes fenêtres à peine visibles à travers la brume, du lierre filant comme des veines le long de ses murs de pierre patinée. Miss Marple arriva peu après 9 heures, une arrivée inattendue, mais pas importune. Le sergent Bridger l'accueillit avec un soupir de résignation et un hochement de tête gêné. « Eh bien, autant entrer, Miss Marple. Vous risquez de mettre votre nez de côté, d'une manière ou d'une autre. C'est très gentil, sergent, dit doucement Miss Marple en essuyant ses gants humides. J'ai pensé qu'un bref coup d'œil pourrait me rassurer. Bridger la conduisit dans le grand hall d'entrée de Darnley Grange, où flottait une légère odeur de cire d'abeille et de désuétude. La pièce elle-même était majestueuse, son parquet luisant faiblement sous un lustre poussiéreux, mais l'endroit ressemblait davantage à un mausolée qu'à un manoir. Sur le sol, juste sous la rampe, une tache rouge avait été nettoyée, suffisamment bien pour passer inaperçue, mais pas pour Miss Marple. « Juste là, dit Bridger en pointant du doigt. Hetty l'a trouvé allongée là, face contre terre, sans aucune trace de lutte. Le cordon de la sonnette est juste à côté de la porte. On voit bien qu'il a été filoché. Elle a dû tirer dessus. « Peut-être, dit Miss Marple. Elle leva les yeux vers l'escalier tournant. Mais si elle était déjà descendue et qu'elle était à la porte quand elle est tombée, il n'aurait pas été nécessaire de sonner, n'est-ce pas? Bridger se gratta la tête. Peut-être qu'elle l'a ouvert et s'est effondrée immédiatement. Miss Marple ne répondit pas, mais son regard s'attarda sur le sol ciré, où de légères traces d'usure, non dues à de délicats talons, étaient encore visibles. À quelques mètres seulement de l'endroit où Miss Templeton était tombée. Y avait-il des traces de pas boueuses, sergent? Le temps était épouvantable. Bridger secoua la tête. Curieusement, non.
Aucune empreinte, même pas celle de mademoiselle Templeton. C'est très curieux, murmura Miss Marple. Dans la cuisine, Hetty était assise sur un tabouret près de l'âtre, les mains serrées autour d'une tasse de thé ébréchée. Elle était pâle et tiraillée, son tablier de travers et ses yeux rougis par les larmes. Miss Marple était assise en face d'elle, son ton était doux, presque maternel. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Personne ne pense que tu as fait quelque chose de mal. Je ne savais pas quoi faire, dit Hetty d'une voix tremblante. J'ai entendu la sonnette et j'ai pensé que c'était la poste ou l'épicier, mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Juste mademoiselle Templeton par terre, du sang sur la tête et sa main était crispée. Autour. Elle s'arrêta, tordant ses doigts ensemble. Oui, Hetty, un bout de ruban bleu pâle. Il semblait déchiré. Elle le tenait comme s'il signifiait quelque chose. Sais-tu où il se trouve maintenant? Le docteur Lennox l'a emporté. Il a dit qu'il le donnerait aux policiers. Je crois qu'il pensait que ça pourrait l'aider. Miss Marple hocha la tête. Vous avez été très courageux. La lèvre inférieure d'Hetty tremblait. Ce n'est pas seulement ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai entendu, juste avant la sonnerie. Il y avait ça perdant, comme si quelqu'un frappait. Mais pas à la porte d'entrée, à l'intérieur, près du couloir des domestiques. C'est pourquoi j'étais si effrayé. Le bruit venait du mauvais endroit. Les sourcils de Miss Marple se froncèrent légèrement. Elle n'insista pas davantage, mais rangea le fil, telle une couturière rentrant qu'un fil dans l'ourlet. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite au docteur Lennox à son cabinet, un bâtiment géorgien bien rangé avec du lierre rampant sur les volets et un rosier déterminé à escalader le tuyau d'évacuation. Il lui apprit que mademoiselle Templeton était toujours inconsciente. Son état est stable, c'est, dit-il en se frottant la nuque. Mais il y a quelque chose d'étrange. La blessure à la tête est propre, trop propre. Pas d'autre bleu, pas d'abrasion. C'est comme si quelqu'un avait voulu la rendre inconsciente sans la tuer. Cela exige une grande maîtrise de soi, dit Miss Marple. Un acte très délibéré. Le docteur Lennox hésita. C'est ce que je pense. Et il y a autre chose. Il fouilla dans un tiroir et en sortit une petite enveloppe en papier « Crystal ». À l'intérieur se trouvait un morceau de ruban bleu, long de 15 centimètres maximum, dont un bord était effiloché et l'autre parfaitement coupé. Elle ne voulait pas le lâcher. J'ai trouvé une trace de parfum dessus. Ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à le situer. Miss Marple se pencha plus près. « Puis-je » Il hocha la tête et elle porta délicatement l'enveloppe à son nez. Le parfum était léger et floral, avec une légère note amère. « Ce n'est pas le parfum de mademoiselle Templeton, » murmura-t-elle. « Elle porte un parfum poudré, racines d'iris et héliotrope. Celui-ci est différent, plus lumineux, du jasmin peut-être, et de la bergamote. Ce mélange est passé de mode il y a 10 ans. » Elle le lui rendit. « C'est un vieux parfum, et je crois savoir qui le porte. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple prit son thé seule à Danemead Cottage, réfléchissant à ce qu'elle avait appris. Une sonnette a sonné sans visiteur, une chute sur un sol sans signe d'impact, un ruban serré avec intention, parfumé, par le parfum d'une autre femme, un bruit de coups frappés de l'intérieur, avant que l'incident ne se produise, et le plus intrigant, les éraflures sur le parquet qui ne correspondèrent pas aux chaussures délicates de mademoiselle Templeton, les traces d'une semelle plus lourde et plus plate, peut-être celle d'un homme. Cela n'avait rien d'évident, mais Miss Marple avait appris à faire confiance au schéma sous-jacent à la confusion. Elle se souvint soudain d'une histoire racontée par son amie Madame Vickers à St. Mary Mead. Le cas curieux d'une femme qui s'était effondrée au théâtre, serrant contre elle un gant blanc qui s'était avéré appartenir à un rival pour l'affection de son mari. Ce n'était ni le poison ni la jalousie qui l'avaient abattu, mais la prise de conscience que son ami de confiance avait trahi sa confiance de la manière la plus publique qui soit.
Le gant avait simplement été son ultime et instinctif acte d'accusation. Miss Marple considéra ce ruban. Un fil bleu pâle noué dans un enchevêtrement sombre. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau de poste, où Miss Emily Finch triait les colis avec son efficacité habituelle. « Bonjour, Emily. Je me demandais, te souviens-tu qui a acheté du ruban bleu pâle récemment? Du satin, peut-être ?» Emily cligna des yeux. « Oh, eh bien, voyons voir. J'en ai un petit stock. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, remarquez. Cette couleur est démodée. Je crois... Oui, Madame Edgewater en a acheté la semaine dernière. Elle a dit que c'était pour l'anniversaire de sa nièce. » Miss Marple sourit gentiment. Tellement attentionnée. Et elle aime sauver les apparences. « Certainement, » répondit Emily en reniflant. « Mais à mon avis, aucune nièce n'a jamais eu ce ruban. » Oh, elle a laissé tomber la bobine dans le caniveau juste après son départ. Je l'ai retrouvée le lendemain matin. On aurait dit qu'elle avait été déroulée volontairement. Le sourire de Miss Marple s'approfondit, mais elle ne dit rien de plus. Alors qu'elle retournait sur la place, une pensée lui traversa doucement l'esprit, inexprimée mais vive. Madame Edgewater portait des gants ce jour-là à la garden party, bleu pâle, à peine plus foncé que le ruban. C'est jeudi matin que la police a finalement désigné un suspect, même si, dans un village comme Rosewood, il n'était pas nécessaire d'attendre que les autorités déclarent de telles choses. L'opinion publique avait depuis longtemps pointé du doigt. Lionel Templeton, annonça M. Burroughs, l'épicier, avec la conviction d'un condamné. Aucun doute pour moi, ce garçon a toujours eu le goût des ennuis. Il roulait à moto sur la place du village comme s'il se prenait pour un film de cinéma. Et la boisson, pas digne d'hériter de quoi que ce soit de plus conséquent qu'une addition au bar. Son point de vue, en l'occurrence, était partagé par le sergent Bridger. Non pas qu'il croie aux rumeurs du village, mais parce que Lionel Templeton était arrivé, assez maladroitement 2 jours après l'incident, s'enregistrant au Rosewood Arms sous un faux nom. Bridger était descendu lui-même pour lui. Dire un mot. La voix du sergent, d'ordinaire douce, avait baissé de quelques degrés à mesure qu'il parlait. « Monsieur Templeton, » dit-il en tapotant son carnet, « vous vous êtes inscrit sous le nom de Monsieur Miles. Pourriez-vous m'expliquer ?» Cela? Lionel Templeton avait une trentaine d'années, était mince et avait le visage anguleux, les yeux noirs et un sourire qui ne les atteignait pas. « Je ne pensais pas être le bienvenu, » dit-il. « Ma famille et moi, disons simplement que nous nous sommes séparés brutalement. Je suis venu voir Evelyne. J'ai appris l'accident. » « De qui? » Je l'ai lu dans la Brighton Gazette. La Brighton Gazette ne couvre pas les affaires de Rosewood. Lionel eut la grâce de tirer la chasse d'eau. On m'en a parlé, j'ai des amis. Bridger n'avait pas insisté davantage, pas encore. Mais il avait lancé un avertissement. Ne quittez pas la ville. Le lendemain, Lionel s'était présenté sans prévenir à Darnley Grange, mais avait été refoulé par le docteur Lennox. Toujours protecteur envers sa patiente, le médecin lui avait annoncé à travers la porte que mademoiselle Templeton était toujours inconsciente et ne recevrait pas de visiteurs. « Je veux juste la voir, » avait dit Lionel, la voix tendue. « C'est ma cousine. »« Après 5 ans, » répondit le docteur Lennox, impassible, « il faudra attendre encore un peu. » Miss Marple, bien sûr, a entendu tout le récit à l'heure du thé. Le village se divisa nettement en 2 camps. L'un, pragmatique et sans sentimentalité, croyait que Lionel était revenu réclamer ce qu'il estimait lui revenir de droit, mais avait malheureusement retrouvé son cousin en vie. Il spéculait sur des motivations financières, de vieille rancune, voire une vengeance pour avoir été déshérité. L'autre groupe a vu le retour de Lionel comme un geste romantique, celui d'un parent prodigue, plein de remords et réformé, venu faire amende honorable. Miss Marple n'appartenait à aucun des 2 camps. Elle passa son jeudi après-midi à marcher jusqu'à Darnley Grange sous un soleil radieux qui éclairait les pierres comme de l'argent. Etty la laissa entrer, encore pâle, mais plus sereine que quelques jours auparavant. « J'ai apporté quelque chose, » dit Miss Marple,
en lui tendant une petite boîte de biscuits au miel fait maison. Bon pour la digestion. Et j'aimerais juste dire un mot à Monsieur Dodd s'il est là. Le vieux Dodd? Etty cligna des yeux. Il est dans la remise, je crois, comme toujours. Miss Marple trouva le jardinier là où elle l'attendait, au milieu des outils, des branches coupées et de la faible odeur verte de terre humide. Dodd était un homme mince de 70 ans, à la peau craquelée et aux mains noueuses, après une vie passée à tailler et à arracher. Il travaillait à la grange depuis plus de 40 ans. « Bonjour, monsieur Dodd, » dit-elle joyeusement. « Madame, » répondit-il en hochant la tête brièvement. « J'imagine que vous avez vu pas mal d'allées et venues ici. » Dodd haussa les épaules. « Même famille, mêmes histoires, noms différents. Rien ne change. » Miss Marple sourit. « Je me demande si vous avez vu quelque chose d'inhabituel dimanche après-midi. » Il marqua une pause, essuyant la terre de son pouce avec un chiffon. « J'ai entendu la cloche. J'étais près des lilas. J'ai couru, mais Etty est arrivée la première. Je suis rentré juste après. La pauvre fille était blanche comme du lait. Vous avez vu mademoiselle Templeton? Je l'ai fait. Je me suis allongé comme il l'avait dit, et j'ai vu ce qu'elle tenait aussi. » Miss Marple haussa un sourcil. « Le ruban ?» Il hocha la tête. « L'as-tu reconnu ?» Dodd émit un grognement. « Je n'ai pas l'habitude de cataloguer des bouts de tissu, madame, mais je connais les gants que porte madame Edgewater. Ils sont assortis à la garniture. » Cela le confirma. Miss Marple cacha cela discrètement. « Une dernière chose, » dit-elle en se levant pour partir. « Vous connaissez mademoiselle Templeton depuis toujours. Quel genre de femme est-elle » Il réfléchit. « Solitaire, vif, pas cruel, juste trop intelligent pour être heureux. Il regarde les gens comme des énigmes. Et Lionel ?» Dodd fit une moue. Il n'avait jamais eu une once. De patience. On ne pouvait pas lui faire confiance pour tenir une pelle droite. Miss Marple s'arrêta ensuite au Rosewood Arms. L'heure du dîner approchait, et la femme de l'aubergiste disposait des serviettes en lin blanc dans la salle à manger. Lionel Templeton était seul dans le salon, sirotant un verre en contemplant un échiquier dressé pour un dîner. Elle l'accueillit avec une chaleur discrète. « Monsieur Templeton, je suppose. » Il leva les yeux, méfiant. « Tu as l'avantage sur moi. Jane Marple. J'ai connu votre oncle. J'espère que votre cousin se rétablira vite. »« Moi aussi, » dit Lionel en posant son verre avec précaution. « Même si je me sens comme un criminel parce que je me soucie de lui. » Miss Marple le regarda avec douceur. « C'est une période difficile. On confond souvent le timing avec l'intention. » Il eut un sourire sardonique. « Tu crois que j'ai essayé de faire du mal à Evelyn? Je n'en pense rien pour l'instant. Mais je me demande, êtes-vous venu ici pour vous réconcilier ou quelque chose a-t-il motivé votre visite ?» Lionel hésita. « J'ai reçu une lettre. » « Une lettre ?» de la part d'Evelyn. Du moins, je le croyais. Pas d'adresse de retour. Elle disait juste qu'on devait parler d'urgence et que c'était à propos du testament. Qu'elle avait reconsidéré sa décision. « Tu l'as toujours. » Il sortit une feuille pliée de sa poche et la lui tendit. Miss Marple la lut attentivement. L'écriture était inclinée, à l'encre bleue. Un seul paragraphe. « Lionel, il... » Et tant qu'on se parle. J'ai appris des choses qui changent tout. Viens à Rosewood. Intéressant, dit Miss Marple en le lui rendant. Miss Templeton a une main très particulière, plus droite et plus précise. Celle-ci est plus souple, moins disciplinée. Il fronça les sourcils. Donc, ça ne vient pas d'elle? Je n'ai pas dit ça. Mais quelqu'un a peut-être voulu votre présence, monsieur Templeton. La question est, pourquoi? Ce soir-là, alors que le village s'asseyait pour souper, Miss Marple passa en revue sa liste croissante de pièces de puzzle, le retour soudain de Lionel, provoqué par une lettre falsifiée ou trompeuse. Le ruban. De madame Edgewater, retrouvé serré dans la main d'Evelyn. La cloche inopinée sans aucun visiteur pour l'accompagner. Les éraflures suggérant une lutte ou un mouvement non pris en compte. Le parfum, floral et démodé, pas celui d'Evelyn.
Un nom est apparu à plusieurs reprises dans ces fils de discussion, subtilement, presque trop commodément. Madame Edgewater. Pourtant, la police et le village sont restés concentrés sur Lionel. La réponse évidente, Miss Marple le savait, était souvent la plus commode. Mais le comportement humain, contrairement à une horloge, était rarement aussi prévisible. Elle sirota son thé les yeux plissés. Ce qui est évident, se dit-elle doucement, est rarement synonyme de vrai. Le vendredi se leva, lumineux, et froid, avec un vent qui tirait impatiemment sur les haies et faisait trembler les grilles du jardin de Rosewood. Pourtant, malgré la fraîcheur du temps, ou peut-être à cause d'elle, le village semblait plus animé que de toute la semaine. La curiosité, attisée par le scandale, réchauffait même les os les plus fragiles. À Danmead Cottage, Miss Marple ne lisait pas le journal du matin. Elle rempotait délicatement une modeste fougère qui, contre toute attente, avait dépassé son petit pot en céramique. Les gens ont tendance à sous-estimer les plantes, murmura-t-elle en ameublissant la terre du bout d'une cuillère, tout comme ils le font avec les domestiques ou les femmes discrètes. Elle repensa à la déclaration effrayée d'Hetty, le coup frappé au mur intérieur. Quelque chose la tiraillait encore, implorant qu'on le remarque. Et puis tout à coup, quelque chose d'autre a également tiré. Le ruban point non seulement sa présence ou son odeur, mais aussi la façon dont elle avait été décrite, bleu pâle, déchirée, et plus précisément agrippée dans la main d'Evelyn Templeton avec un désespoir obstiné. Les gens ne s'accrochent pas à des choses dénuées de sens lorsqu'ils perdent connaissance. Ils s'accrochent à des jetons, des symboles, des vestiges de quelque chose je veux que quelqu'un d'autre voie. Miss Marple mit sa fougère de côté et se leva. Il était temps de visiter à nouveau Darnley Grange, mais cette fois pas par la porte d'entrée. Le terrain de Darnley Grange était encore humide après les pluies de la semaine, et les jardins latéraux, sauvages, étaient enchevêtrés de lierre et de ronces, longtemps négligés. Miss Marple marchait lentement, jetant un coup d'œil, non pas aux grandes fenêtres ni à l'allée centrale, mais aux arbustes et aux massifs de fleurs qui bordaient l'aile arrière de la maison. Elle avait observé, plus d'une fois, que lorsqu'une tragédie frappe une grande demeure, tous les regards se tournent vers l'intérieur, vers les salons, les escaliers et les bibliothèques. Pourtant, bien des secrets se cachent à l'extérieur, le long des allées de jardin, dans des remises à moitié oubliées, dans des jardinières ou des tas de compost. Le crime, comme les roses, a besoin de terre, et c'était là. Un morceau de satin déchiré, à peine visible parmi les feuilles mortes derrière un laurier accroché à une ronce basse. Bleu pâle. Même couleur, même type. Miss Marple se pencha avec précaution et le récupéra avec un mouchoir. Ce n'était pas une coupure nette. Le bord était irrégulier, effiloché, déchiré plutôt que coupé. Elle leva la main au soleil et vit ce que personne n'avait pensé à chercher. Une légère empreinte digitale, assombrie par la rosée persistante et un soupçon d'huile, peut-être due au cuir du gant. Elle l'a glissé dans son sac à main. Si Evelyn Templeton avait serré un ruban déchiré et que c'était son autre moitié. Alors la réponse n'était pas simplement de savoir qui avait dû les porter, mais cela en avait fait partie. À l'intérieur de la maison, le docteur Lennox avait permis à Miss Marple de discuter brièvement avec Hetty, qui polissait l'argenterie, dans l'arrière-cuisine. La jeune fille paraissait fatiguée mais ne pleurait plus. Elle semblait presque soulagée d'avoir quelque chose à faire. Miss Marple sourit gentiment. « Je t'ai posé une question, Hetty. Une question idiote, peut-être. » La fille cligna des yeux. « Oui, Miss Marple ? Ce jour-là, quand vous avez trouvé mademoiselle Templeton, elle tenait le ruban. Mais je me demande, portait-elle quelque chose de bleu? Un ruban dans les cheveux ou une écharpe? Non, madame, répondit Hetty sans hésiter. Elle portait sa robe grise. Elle porte toujours du gris. Ça ne va pas avec les couleurs. Elle disait que c'était pour ceux qui essayaient de faire un spectacle. Et madame Edgewater, les mains d'Hetty se figèrent sur le plateau d'argent.
Elle est venue la veille, dit-elle lentement. Elle a dit qu'elle apportait à mademoiselle Templeton de vieilles photos de famille. Mais elle n'est pas restée longtemps. Elles se sont disputées. J'ai entendu des éclats de voix. Tu as vu ce qu'elle portait? Des gants bleu pâle, élégants. Et où est-elle allée après? Je ne sais pas. Elle est partie par le jardin. Elle a dit que le portail était boueux. Les yeux de Miss Marple se plissèrent, mais sa voix resta agréable. Et quelqu'un d'autre est venu nous rendre visite depuis? Hetty hésita. Un homme est arrivé plus tard dans la journée, avant la garden party, pas par devant. Je l'ai vu depuis la fenêtre du garde-manger. Il est passé à travers les arbres, comme s'il ne voulait pas être vu. Ça aurait pu être Monsieur Lionel. Il lui ressemblait. Mais je n'ai pas bien vu son visage. Est-il entré à l'intérieur? Non, j'ai entendu la sonnette sonner après ça. Mais le temps d'arriver à la porte, elle était déjà descendue, conclut doucement Miss Marple. Oui, merci, Hetty. Tu m'as été d'une grande aide. Cet après-midi-là, le village fut à nouveau agité par un incident policier. Lionel Templeton avait été interpellé pour un nouvel interrogatoire. Le sergent Bridger, de plus en plus sûr de sa théorie, avait rassemblé suffisamment d'éléments circonstanciels pour justifier l'incident, notamment la présence de Lionel sous un faux nom, son arrivée tardive et ses relations tendues avec. Son cousin Rosewood hocha la tête avec sagesse à la nouvelle. Madame Edgewater, cependant, ne le fit pas. Elle était au presbytère lorsque la nouvelle arriva. Son sang-froid fragile et trop parfait. Quel soulagement, dit-elle à Madame Clément. Lionel a toujours eu un côté sauvage. Evelyne avait peur de lui, vous savez. Elle m'a dit un jour qu'elle ne serait pas surprise s'il, à fait, j'ai essayé de récupérer la maison. Elle m'a même demandé de rester à proximité, au cas où quelque chose arriverait. « Vraiment ?» demanda doucement Madame Clément. « Oui, elle m'a fait confiance. » Miss Marple, qui venait d'arriver pour rendre un livre de cuisine emprunté, ne dit rien. Elle se contenta d'un sourire poli et écouta. Ce soir-là, autour d'un thé avec le docteur, Lennox, Miss Marple parla enfin clairement. Lionel ne l'a pas fait, dit-elle simplement. Le docteur Lennox leva les yeux, surpris. Non, il a été attiré ici. Quelqu'un a envoyé une fausse lettre, imitant l'écriture d'Evelyne, juste assez pour le convaincre. Ça a marché, car il recherchait d'y croire, et cela le rendait intentionnellement suspect. Le médecin réfléchit. Vous pensez que c'était prémédité? Oui. Et plus que ça, c'était théâtral. Ce ruban n'était pas seulement une preuve, c'était un message, un accessoire de scène. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé l'autre moitié, dehors, près du laurier. Le docteur Lennox haussa les sourcils. Alors, elle l'a arraché à quelqu'un. Trace de quelque chose. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Miss Marple sirota son thé. Vous savez, à la fête du village il y a 3 ans, je me souviens que Madame Edgewater portait une large ceinture bleue avec sa robe d'été. C'était assez distinctif. Elle la porte toujours, bien que délavée maintenant, pour ses promenades, dominicales, satin bleu pâle, lien dans le dos. Les yeux du docteur Lennox s'écarquillèrent. Vous pensez qu'elle est revenue à la maison après la dispute, peut-être en camouflant son entrée, et qu'Evelyne a déchiré la ceinture, lors d'une bagarre. Je crois que les coups qu'Hetty a entendus provenaient du couloir latéral, peut-être de quelqu'un enfermé dehors ou à l'intérieur. Et je crois qu'Evelyne a rampé jusqu'à la porte pour appeler de l'aide, ne s'attendant pas à tomber, ou peut-être qu'on l'a aidée dans sa chute. Et le ruban, un dernier acte de lucidité, garder la vérité alors qu'elle ne pouvait pas la dire. Le docteur Lennox avait l'air grave. « Allez-vous aller voir la police ?» Miss Marple secoua la tête. « Pas encore. Ils ne le croiront pas sans motif, mais je crois savoir quel est ce motif. » Elle croisa ses mains sur ses genoux. Evelyne Templeton modifiait son testament. Elle l'a confié à une personne de confiance, une femme qui avait tout à gagner à préserver le passé. Elle s'arrêta. Et j'imagine qu'elle n'a pas laissé
tomber cette bobine de ruban devant le bureau de poste par accident. Le samedi matin, le temps changea à nouveau. Le soleil s'insinuait à nouveau à Rosewood, tel un invité timide testant l'ambiance de la pièce. Mais aucune légèreté ne régnait dans le cœur de ses habitants. Le village, malgré sa façade, tranquille, palpitait de suspicion. Dans la rue principale, les langues se déliaient avec une vigueur renouvelée, avides de ruminer chaque ragot distillé par l'enquête du sergent Bridger. Et tant que Lionel Templeton restait en liberté, sa présence projetait une ombre considérable. Pendant ce temps, Miss Marple rendait visite à une maison qu'elle avait toujours trouvée un peu trop rangée pour être confortable. La maison de Madame Edgewater sur Willow Lane était décorée dans des tons crème et vert sauge, chaque ourlet de rideaux parfaitement repassé, chaque bibelot à sa place. C'était une maison d'apparence, élégante, ordonnée et inflexible. La femme elle-même était à peu près la même. « Oh, Miss Marple !» Chah, dit-elle avec un sourire pincé en ouvrant la porte. « Entrez, s'il vous plaît. J'imagine que vous êtes bien occupé avec toute cette agitation malencontreuse. »« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton serein. « Ça perturbe un peu la routine, non ?» Elle suivit Madame Edgewater dans le salon, son regard bleu perçant scrutant l'espace. Là, sur une chaise près de l'âtre, se trouvait une ceinture bleu pâle pliée, de la même teinte que le ruban qu'Evelyn Templeton avait serré. « Je viens de le réparer, » dit Madame Edgewater en voyant son regard. « Il s'est accroché à un loquet de portail la semaine dernière. Il s'est déchiré de façon horrible. Comme c'est gênant, » dit Miss Marple. Elle accepta une tasse de thé et s'assit délicatement. « Vous savez, j'ai pensé à la pauvre Miss Templeton. Si tragique et si étrange. » Madame Edgewater cligna des yeux. « Étrange ?» Miss Marple remuait son thé. « Ah oui, comment elle s'est effondrée après la sonnerie, comment elle a serré ce ruban comme s'il signifiait quelque chose. Très étrange. » Le sourire de Madame Edgewater s'estompa. « Eh bien, c'était une fille particulière. Madame et vous lui aviez rendu visite peu de temps auparavant, n'est-ce pas? Avec des photos ?» La colonne vertébrale de Madame Edgewater se redressa. « Oui, comme le font les membres de la famille. C'était une visite cordiale. Mais vous vous êtes disputés, n'est-ce pas ?» Un temps de silence. « Eh bien, si vous voulez savoir... » Oui, elle était devenue difficile, suspecte. Elle m'accusait de vouloir m'immiscer dans ses affaires. Elle a même suggéré qu'elle pourrait modifier à nouveau le testament. Je lui ai dit que c'était stupide de tout bouleverser inutilement. « Comme c'est sage, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Et vous a-t-elle montré le nouveau testament ?» Madame Edgewater posa sa tasse de thé un peu trop fermement. « Certainement pas, parce que je crois qu'elle l'avait en sa possession. Et je crois qu'elle avait l'intention d'en envoyer une copie à son avocat lundi matin. » Les yeux de Madame Edgewater s'assombrirent. « Mademoiselle Marple, si vous êtes venue m'accuser de quelque chose... »« Oh, pas du tout, » dit Miss Marple, avec une douceur désarmante. « Je me demande simplement ce qui serait arrivé si le testament avait été modifié, et que vous n'étiez plus mentionnée comme bénéficiaire. » Madame Edgewater se leva. « Je pense que cette conversation est terminée. » Miss Marple se leva également. « Bien sûr. Merci pour le thé. Je vais jeter un dernier coup d'œil à cette écharpe, d'accord? Vous savez, j'ai trouvé quelque chose de remarquablement similaire dans le jardin de Darnley Grange. La couleur est rare maintenant, mais impossible à confondre avec la lumière du soleil. » Les yeux de Madame Edgewater clignèrent. Miss Marple sourit, tapota son sac à main et partit sans un mot de plus. À Darnley Grange, Evelyn Templeton a ouvert les yeux. Cela faisait presque une semaine qu'elle était tombée. Le docteur Lennox était resté assis avec elle tous les jours, attendant le bon moment, incertain de savoir si elle reviendrait un jour saine et sauve. Mais le samedi soir, elle s'est réveillée et, dans un murmure de feuilles mortes, a demandé du thé. Dimanche matin, elle pouvait parler clairement, même si ce qu'elle disait n'apportait que plus de confusion. « C'était quelqu'un que je connaissais », murmura-t-elle au médecin et à Miss Marple, venue s'asseoir discrètement à son chevet. « Mais pas celui que j'attendais.
Je pensais que ce serait Lionel. C'est pour ça que j'ai sonné. Mais quand j'ai ouvert, elle s'interrompit et fixa le plafond. J'ai vu l'écharpe, la couleur. J'ai tendu la main pour l'attraper. Elle a essayé de se dégager. J'ai dû tomber. Je me souviens qu'elle s'est retournée et a couru. Vite, trop vite. « Tu l'as déchirée ?» demanda doucement Miss Marple. Evelyn hocha la tête. C'était instinctif, comme essayer de garder une part d'elle, pour qu'il le sache. Miss Marple lui prit la main. « Il volontait, je sais, » dit-elle doucement. Ce soir-là, le sergent Bridger arriva à Danamead Cottage avec un visage plein de sentiments mitigés. « Vous aviez raison, » dit-il. « Le docteur Lennox m'a donné une déclaration de mademoiselle Templeton. Elle est claire. Elle nomme madame Edgewater. Elle dit avoir ressenti une menace, physique, pas seulement verbale, et que madame Edgewater avait des raisons d'empêcher la signature du testament. Et nous avons trouvé un morceau du ruban déchiré dans son sac à main. Il correspond à celui que vous avez rendu. » Il s'arrêta et se frotta la nuque. « Nous avons également trouvé un projet de Nouveau Testament. Evelyn l'avait tapé à la machine. Il mentionnait des associations caritatives et une fiducie locale. Madame Edgewater avait été entièrement radiée. « Ah !» soupira Miss Marple. « C'est si simple. Et pourtant, personne ne l'a vu. » Bridger avait l'air peiné. « C'est difficile d'accuser une voisine de quelque chose comme ça. Elle fait partie de la paroisse depuis des décennies. Elle aide au comité des fleurs. Elle chante à l'église. »« Oui, » répondit Miss Marple, « mais le diable, j'ai toujours pensé, préfère les hymnes chantés en soprano. » À la suite de cette révélation, le village a été sous le choc. Madame Edgewater fut arrêtée discrètement. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de nier froidement et d'afficher un visage impassible. Pourtant, les preuves s'accumulaient, l'écharpe déchirée, les gants assortis, une lettre incomplètement brûlée dans sa cheminée, le reste à moitié carbonisé, mais suffisamment lisible pour révéler le nom d'Evelyn. Ses motivations, bien que non criées sur les toits, étaient désormais évidentes. Lundi matin, les rumeurs dans le village avaient changé. Certains étaient consternés, d'autres, rétrospectivement, étaient insatisfaits. Mais tous étaient d'accord pour dire que Miss Marple, la calme et vigilante Miss Marple, avait vu ce qu'il avait manqué. Miss Marple passa l'après-midi dans son jardin, taillant la lavande et marmonnant à propos des tiges sèches et de la pourriture des racines. Lorsque le docteur Lennox passa avec un mot de remerciement d'Evelyn, elle posa ses ciseaux. « Elle se rétablira avec le temps, » dit-il. « Je crois qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense, » répondit Miss Marple. Le médecin hésita. « Vous saviez depuis le début, n'est-ce pas, que ce n'était pas Lionel. Je m'en doutais. Les gens comme Lionel sont trop évidents. Crime retentissant, personnalité tapageuse. Mais Madame Edgewater, eh bien c'est le genre de personne qui fait la lumière sur tout, y compris la vérité. » Le docteur Lennox secoua la tête, à moitié admiratif, à moitié impressionné. « Tu as vu ce que personne d'autre n'a fait ?» Miss Marple sourit faiblement. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir que le mal est rarement théâtral. Il arrive souvent avec une assiette de biscuits et une serviette parfaitement repassée. Thanks to what you, monsieur. Cela aurait été si simple, si très soigné. Si cela avait été la fin. Madame Edgewater, arrêtée et en attente d'inculpation, était assise dans la cellule du commissariat de Melford, avec le calme d'une femme persuadée que la bienséance lui donnerait raison. Evelyn Templeton, reprenant peu à peu des forces, se rétablissait sous les soins attentifs du docteur Lennox. Lionel Templeton, bien que toujours suspecté par certains, avait été publiquement blanchi et arpentait désormais les couloirs du Rosewood Arms comme un homme qui n'avait plus qu'à avancer. Et dans les pièces douillettes de Danamead Cottage, Miss Marple était assise, raccommodant un mouchoir en lin d'une main assurée. Les faits s'étaient alignés. Les indices s'étaient cristallisés. Les fils, comme elle aimait si souvent à le dire, étaient noués, et pourtant quelque chose tira. Cela ne provenait pas d'un doute dans les souvenirs d'Evelyn, ni des preuves accumulées contre Madame Edgewater.
Cela provenait plutôt des lacunes. Ce n'était pas ce qui avait été dit, mais ce qui n'avait pas Miss Marple avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être plus fort qu'un cri, et elle se retrouvait à l'écouter maintenant. La lettre qui avait convoqué Lionel était grossière, son imitation médiocre. Trop médiocre. Quelqu'un s'était donné la peine de l'attirer à Rosewood, mais n'avait pas pris la peine de falsifier l'écriture d'Evelyn de manière convaincante. Étrange, si l'on voulait le piéger. Encore plus étrange, si l'on supposait que Madame Edgewater l'avait fait. C'était une perfectionniste, soignée, méticuleuse, presque obsessionnelle, ça n'avait aucun sens. Miss Marple posa son aiguille et prit son écritoire. À l'intérieur, elle récupéra l'enveloppe en cristal que le docteur Lennox lui avait donnée. Le ruban bleu déchiré s'y trouvait encore. Elle l'examina à nouveau à la lumière. Un léger parfum, certes, mais aussi autre chose. Sur le bord intérieur du côté effiloché, à peine visible à la loupe, se trouvèrent des traces de poussière, fils de tissu plus foncé, un gris verdâtre, de couleur terne. Une pensée la frappa. Elle avait déjà vu cette couleur auparavant, pas dans la garde-robe de Madame Edgewater, dans Evelyn Templeton. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Darnley Grange. Evelyn était assise, enveloppée dans un châle de laine, le teint pâle, mais alerte. Elle parut surprise et ravie de voir sa visiteuse. « Je vous dois beaucoup de remerciements, » dit-elle avec un léger sourire. « On m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance. »« Je ne pense pas que la chance ait grand-chose à voir là-dedans, » répondit doucement Miss Marple. « Nous organisons nos propres sauvetages plus souvent qu'on ne le pense. » Ils parlèrent un moment de rétablissement, de voisins, de l'émoi causé par le scandale. Mais finalement, Miss Marple demanda « Evelyn, puis-je voir la robe que tu portais ce jour-là, la grise dont Hetty a parlé ?» Evelyn cligna des yeux. « La soie grise, elle devrait être dans l'armoire. Je n'ai rien porté d'autre depuis des semaines. Hetty ne l'a pas encore lavée. » Avec sa permission, Miss Marple ouvrit l'armoire et en sortit délicatement le vêtement. Le tenant, elle examina la taille et les manches, des lignes simples et austères. Puis son regard se posa sur la couture du côté gauche. Là, faible et inégale, se trouvait une déchirée, cousue à la hâte et maladroitement. La soie autour était froncée. Elle se pencha. Et je l'ai trouvé. Un petit reste de fil bleu pâle pris à la couture. Elle s'est retournée. « Evelyn, dit-elle lentement, je crois que le ruban a été arraché de ta robe. » Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. « Je sais quoi. Tu l'as arraché toi-même, et je crois que c'est toi qui l'as planté. » Pendant un instant, le silence fut si profond que le tic-tac de l'horloge résonna comme le tonnerre. Puis Evelyn prit la parole, la voix neutre. « Tu as tort. C'est possible, » dit Miss Marple tenant toujours la robe. « Mais cette déchirure n'est pas récente, elle est antérieure à ta chute. Le fil est effiloché. Et ce n'est pas tout. J'ai reparlé à Hetty. Elle se souvient maintenant de quelque chose qu'elle avait trop peur de mentionner auparavant. Elle t'a vu sur les atterrissages après la sonnerie, pas par terre. Ça veut dire que tu es descendu des escaliers après le bruit, après celui qui a frappé, Evelyn. » Détourna le regard. Ses mains étaient serrées. « Vous avez tout mis en scène, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple. « Vous avez saisi l'opportunité, le retour de Lionel, la dispute avec Madame Edgewater, et vous avez provoqué votre propre chute, non pas par malveillance, mais par désespoir. » Les épaules d'Evelyn s'affaissèrent. « Il le fallait, » murmura-t-elle. « Tu ne comprends pas. J'étais seule, toujours seule. Et Madame Edgewater me surveillait comme une douce goule. Et Lionel, je ne savais pas ce qu'il voulait. Je me suis dit que si quelque chose arrivait, la police viendrait. Quelqu'un verrait à quel point la situation était précaire. Tu étais en train de changer ton testament. Oui, je léguais tout à une fiducie, pour les services médicaux du village. Pour des filles comme Hetty, mais je ne l'avais pas encore signé, j'allais le faire. Je voulais avoir le temps d'être sûre. Et puis, elle s'arrêta,
le visage décomposé. J'ai vu un moyen de les faire reculer. Je prévus ça, Miss Marple. La cloche, la chute. Je ferai croire que quelqu'un m'a attaqué. Comme ça, je ne serai pas perçu comme vulnérable. Ils y réfléchiraient à 2 fois avant de recommencer. Et Madame Edgewater, elle a fait bien, mais elle ne m'a pas fait de mal. Elle a crié. Elle m'a traité d'ingrate. Puis elle est partie. J'ai déchiré le ruban après, de la robe que je portais à la garden party il y a des années. Ses gants l'avaient accroché une fois. J'ai gardé le morceau. Je pensais que ce serait suffisant. Les yeux de Miss Marple n'étaient pas méchants. C'était astucieux, dit-elle doucement, mais pas assez. Je ne voulais pas causer autant de dégâts, dit Evelyn, la voix brisée. Je n'aurais jamais imaginé que Lionel serait accusé aussi directement, ni qu'elle serait arrêtée. Je pensais juste des soupçons, assez pour les effrayer. Miss Marple se leva. Les mensonges, dit-elle doucement, ont une terrible tendance à se faire pousser des jambes. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise avec le sergent Bridger dans son bureau, une tasse de thé tiède refroidissant. Entre eux, c'est le chaos, murmura-t-il. Je n'aime pas ça. Nous avons arrêté une femme qui, bien que désagréable, n'a pas commis le crime. Et la victime n'était pas une victime, après tout. Oh, mais elle l'était, dit Miss Marple fermement, mais pas comme on le pensait. Victime de la peur, de l'impuissance, de la solitude. Elle a fait une bêtise, mais pas une mauvaise. Bridger gémit. La paperasse. Elle a assez souffert, ajouta Miss Marple. Le scandale à lui seul sera sa punition. Et peut-être, avec un peu de chance, la libérera-t-il plus que n'importe quel héritage. Bridger grogna. Et Lionel, il est déjà à mi-chemin du village. C'est peut-être mieux ainsi. Le sergent s'est frotté le visage. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas l'intention de découvrir autre chose cette semaine, Miss Marple. J'ai eu assez de révélations pour Noël. Miss Marple sourit simplement et prit une autre gorgée, de thé. Dans les jours qui suivirent, Madame Edgewater fut discrètement libérée. Sa réputation, cependant, ne la suivit pas hors du commissariat. Elle rentra chez elle dans le silence. Pas de visite de voisins, pas de pain frais de la brigade féminine. Elle avait été blanchie, mais pas de jugement public. Lionel Templeton est parti sans tambour ni trompette, marmonnant quelque chose à propos de Malte et d'un ami avec un bateau. Peu de gens l'ont vu partir. Et Evelyn, pâle mais résolue, reprit sa vie dans l'ombre froide de Darnley Grange. Mais il y a eu un changement. Elle a signé son testament et a envoyé une lettre à la famille d'Hetty, offrant à la jeune fille 1 année de scolarité payée pour se former comme infirmière. Au Danmead Cottage, Miss Marple est de nouveau retournée à sa fougère, désormais confortablement logée dans son pot plus grand. Certaines choses, dit-elle à Dinah la chatte, ont juste besoin d'un peu plus d'espace pour s'épanouir, et d'un peu moins de peur. Dinah ronronna en signe d'approbation. Le mardi suivant, Rosewood avait retrouvé son rythme habituel. Le drame qui avait tant perturbé le village, la cloche qui sonnait sans visiteur, l'héritière déchue, le cousin soupçonné à tort et l'ami de la famille apparemment innocent, commençaient à glisser dans le domaine du récit, adouci et remodelé par le récit. Mais pour Miss Marple, l'énigme n'était pas tout à fait résolue. Oh, les faits concordaient pour l'essentiel. Les aveux d'Evelyn, discrets et honteux, avaient justifié les preuves suspectes, le ruban planté et la chute calculée. Madame Edgewater avait été libérée, sa réputation entachée, mais son corps indemne. Lionel avait été disculpé, bien qu'à contre-cœur par certains. L'affaire pour la police était close. Et pourtant, il y avait ondulation, pensa Miss Marple, des fils qui s'effilochèrent sur les bords, car ce qu'Evelyn avait fait, aussi désespéré et mal avisé fut-il, ne justifiait pas tout. Plus précisément, il n'expliquait pas la fausse lettre qui avait convoqué Lionel Templeton. Evelyn avait nié l'avoir écrit.
Madame Edgewater avait insisté sur le contraire. Alors qui l'avait envoyé? Un faux aussi pauvre ne venait pas d'Evelyn, et elle n'aurait pas risqué toute la combine en appelant Lionel elle-même. Elle avait attendu Lionel devait venir, mais pas si tôt et pas de cette façon. Elle avait été surprise en ouvrant la porte, avait-elle dit, ce qui signifiait qu'il y avait encore quelqu'un porté disparu. Quelqu'un d'autre savait qu'Evelyn modifiait son testament. Quelqu'un qui avait encore plus à perdre que Madame Edgewater. Quelqu'un se cache en arrière-plan. Les pensées de Miss Marple revinrent, comme c'était souvent le cas en de tels moments, à quelque chose que son ami Dolly Bantry avait dit un jour. L'endroit le plus dangereux est derrière le rideau. Tôt ou tard, quelqu'un le tire. Il était temps de tirer le rideau. Miss Marple organisa elle-même le thé ce jeudi-là, bien que ce ne fût pas son jour habituel de réception. Elle n'invita que 2 personnes, le docteur Lennox et M. Giles Markham, l'avocat de Melford, qui avait autrefois géré la succession de Sir Geoffrey Templeton et était assez familier dans le village, même s'il s'attardait rarement. Elle versa du Earl Grey dans des tasses en porcelaine, fit circuler une assiette de scones aux cerises et discuta aimablement du temps qu'il faisait et des dahlias avant d'orienter la conversation tout doucement vers le sujet du jour. « Je pensais au rétablissement de la pauvre Evelyn, » dit-elle doucement. « Elle a beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés, Dr. Lennox. C'est une femme forte, » dit-il modestement, « même si elle est encore assez secouée. Et bien sûr, l'affaire du testament, un vrai casse-tête. Ça a dû être gênant pour vous, monsieur Markham, d'être si proche de la famille et pourtant plus avocat. » Markham, un homme svelte aux cheveux clairsemés et portant des lunettes à monture d'écaille, ajusta son col. « Je n'ai pas participé. Aux récentes révisions, non. » Evelyn avait exprimé le désir de couper les ponts. Je comprenais. Elle me trouvait trop liée aux traditions financières de son oncle. « Ah !» dit Miss Marple. « C'est bien ce que je me demandais. » Elle ajouta un morceau de sucre dans sa tasse. Puis, presque sans réfléchir, elle dit « C'était drôle cette lettre que Lionel a reçue, non? Une piètre imitation de l'écriture d'Evelyn. Mais le langage était très précis. Des expressions juridiques, en fait. Question d'héritage. Conditions reconsidérées. Cela ressemble presque à la diction d'un avocat. » Elle le dit doucement, laissant le silence s'installer. La tasse de Markham s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Je suppose que n'importe qui pourrait imiter cette langue. C'est vrai, dit Miss Marple. Mais voyez-vous, le papier était filigrané. Eversfield and Tyne, la papeterie juridique de Melford. Très peu de gens y ont accès. J'imagine que vous y avez accès? Le docteur Lennox se retourna en fronçant les sourcils. Markham était très calme. Miss Marple sirotait son thé. « Je crois que vous avez falsifié cette lettre, monsieur Markham. Vous avez vu le testament d'Evelyn changer. Vous aviez des informations privilégiées, et peut-être même encore accès à d'anciennes copies. Vous aviez un mobile et vous en aviez l'occasion. » Markham a finalement posé sa tasse de thé. « C'est une accusation grave, Miss Marple. »« Oh, je ne vous ai pas accusé, » dit-elle joyeusement. « J'ai simplement réfléchi à voix haute. » Mais je suppose que l'agent sera peut-être curieux de comparer des échantillons d'écriture provenant de vos anciens dossiers et de cette enveloppe. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit la lettre que Lionel lui avait montrée quelques jours auparavant. Les yeux de Markham se posèrent sur lui trop rapidement. « Vous avez détruit sa confiance en autrui, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez créé un réseau de suspicion. Et puis quand Evelyn a tenté de se défendre avec sa maladresse, vous l'avez laissé pointer du doigt la suspecte la plus commode, Madame Edgewater. Ça vous arrangeait? Non? Mais si Evelyn avait été plus gravement blessée, ou si Madame Edgewater avait été inculpée, le calme de Markham fut rompu. Elle n'était pas, elle était blessée, dit-il d'une voix tendue. C'était du théâtre. J'ai vu ce qu'elle préparait. Je l'ai vue à la fenêtre en train de s'entraîner. Je savais-elle aller faire semblant. Alors j'ai fait en sorte que Lionel arrive en même temps, qu'il s'entretue,
Le docteur Lennox le fixa du regard. « Toi savais Evelyn avait l'intention de mettre en scène la chute ?» Markham eut un rire amer. « Elle s'est confiée à quelqu'un, idiote. Elle pensait que j'étais encore une alliée. Serviel a été la fille de la famille pendant 30 ans, et puis elle a été renvoyée, remplacée par un jeune, employé londonien. Elle méritait une bonne leçon. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Et si elle était morte ?»« Ce n'était pas son intention, dit-il. Je savais qu'elle en ferait tout un plat. Le ruban, la cloche, la bagarre, j'ai juste contribué à orienter le récit. Je n'ai jamais levé la main sur elle. » « Et pourtant, dit Miss Marple, vous avez créé le monde dans lequel elle vit pour et son mort. C'est le danger des demi-vérités, monsieur Markham. Elle s'arrête rarement à mi-chemin. » Il y eut un long silence. Markham s'affaissa sur sa chaise. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-il doucement. Miss Marple regarda le docteur Lennox, puis de nouveau Markham. « Je laisserai les autorités décider, » dit-elle enfin, « mais sachez ceci, monsieur Markham. Vous n'exercerez plus jamais le droit dans ce comté. Sage volonté assurée. » Le lundi suivant, l'histoire avait pris une autre tournure. Markham avait démissionné de son cabinet et quitté Rosewood dans la nuit. Il n'y eut pas d'arrestation, seulement une déclaration officielle au sergent Bridger et une décision, prise discrètement, de ne pas porter plainte. Evelyn refusa d'engager de nouvelles poursuites, son énergie étant désormais concentrée sur le rétablissement de la confiance qui subsistait entre elle et le village. Miss Marple, pour sa part, n'était pas triomphante. « C'est toujours plus compliqué, » dit-elle un après-midi à Madame Clément. « Les gens pensent que la vérité est évidente comme une cuillère polie, mais elle est souvent trouble, comme des galets de rivière. Il faut dissiper chaque mensonge avant que la forme ne se révèle. »« Pensez-vous qu'Evelyn ira bien ?» demanda la femme du vicaire. « Je le crois, » répondit Miss Marple. « J'espère néanmoins qu'elle apprendra à dire ses vérités à voix haute, au lieu de les murmurer dans l'ombre. » Et puis, avec un sourire, elle ajouta « Pourtant, on aime bien un bon scone aux cerises à la fin d'un roman policier. » Ils rirent tous les deux, ce genre de rire doux qui survient lorsque le danger est passé. Mais les conséquences se font encore sentir sous la surface. Ce n'était pas une salle d'audience, ni même le cadre officiel d'un commissariat de police. La révélation finale de la vérité eut lieu dans le modeste salon de Danemead Cottage. Le plateau à thé poli et posé entre les chaises, telle une ligne invisible séparant le passé du présent. Evelyn Templeton était venue à l'invitation de Miss Marple, accompagnée du docteur Lennox, bien que ce dernier soit resté discrètement dans le couloir, comprenant que certaines confessions étaient mieux reçues sans un public de trop nombreux témoins. Miss Marple accueillit Evelyn avec sa chaleur calme habituelle. « Je suis si heureuse que tu te sentes assez forte pour une promenade, » dit-elle, en désignant le fauteuil près du feu. « Assieds-toi, ma chérie, il ne faut pas te surmener. » Evelyn hocha légèrement la tête. Elle était toujours pâle, mais plus sereine qu'elle ne l'avait jamais été depuis l'incident. La chute, les soupçons, le terrible retournement de situation avec Madame Edgewater et maintenant la vérité sur Markham, tout cela lui avait ôté quelque chose, mais à la place, quelque chose de plus solide avait commencé à prendre racine. Miss Marple versa le thé, ajouta un peu de lait et passa une tasse à son invité. Elle attendit que les 2 tasses soient levées, puis, aussi doucement qu'en fermant un livre, elle commença. « Evelyn, ma chère, nous sommes arrivés au bout du mystère, n'est-ce pas ?» Evelyn baissa les yeux vers ses genoux. « Je suppose que oui. Je pense qu'il est important que nous parlions franchement, non seulement pour votre bien, mais aussi pour celui de toutes les personnes concernées. Vous avez fait votre déclaration à la police. Le docteur Lennox m'a dit que vous avez été parfaitement honnête avec eux sur ce que vous avez mis en scène. La cloche, la chute, le ruban. Mais je pense qu'il reste encore des éléments de l'histoire à contextualiser. » Les mains d'Evelyn tremblaient légèrement autour de sa tasse. Elle prit une inspiration profonde. « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. J'étais désespéré. »« Oui, »
dit Miss Marple. « Et astucieux. Très astucieux, en fait. Vous aviez anticipé les soupçons qui pourraient peser sur Lionel, sur Madame Edgewater, mais vous aviez mal calculé combien de temps vous resteriez inconsciente, et jusqu'où les autres iraient une fois la pierre jetée dans l'étang. » La voix d'Evelyn, lorsqu'elle reprit la parole, était faible mais ferme. « Je pensais qu'ils se contenteraient d'enquêter. Ça suffirait à les dissuader de me mettre la pression. Markham ne s'est pas contenté de vous mettre la pression. Il vous a manipulé. » Evelyn leva brusquement les yeux. « Je crois qu'il a suggéré indirectement que ton plan pourrait réussir. Qu'il pourrait même être utile. Mais ce que tu ignorais, c'est qu'il avait déjà envoyé la fausse lettre à Lionel, avant ta chute. C'est pourquoi tu as été si surprise à son arrivée. Tu pensais qu'il viendrait plus tard. Tu ne l'as jamais fait venir. » Evelyn hocha lentement la tête. « Je n'ai pas écrit cette lettre. Je n'ai jamais voulu blâmer Lionel. Je sais. Mais M. Markham a vu une opportunité. Une toile était déjà en train de se tisser. Il lui suffisait d'un petit coup de pouce pour s'assurer que les mauvaises personnes se trouvaient au milieu. » La voix d'Evelyn baissa. « Il voulait que j'échoue, que j'aie peur, que je sois dépendante. » « Oui, » acquiesça Miss Marple. « Et il voulait avoir le contrôle. Sur la succession. Sur vous. Il a vu ce que vous comptiez faire du testament, et il n'a pas pu le supporter. Il ne vous a peut-être pas frappé physiquement, mais en encourageant le mensonge, en créant l'atmosphère dans laquelle il a fleuri, il a fait du mal. » Elle se pencha en avant, son ton s'adoucit. « Mais Evelyn, ce que je dois te demander maintenant est très personnel. Tu as expliqué ce que tu as fait et pourquoi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à choisir? Quelle est la meilleure façon de procéder? » Evelyn fronça légèrement les sourcils. « Je ne comprends pas. » Miss Marple fit un geste doux. « Vous auriez pu dire à la police que vous vous sentiez menacé. Vous auriez pu écrire une lettre à votre avocat, ou même vous confier au docteur Lennox. Pourquoi tout ce drame autour de la cloche, du ruban, de la chute? » Evelyn regarda le feu pendant un long moment avant de répondre. « Parce que, dit-elle doucement, je voulais être entendue. J'avais essayé de dire aux gens pendant des années que je n'étais pas à l'aise, que je ne voulais pas vivre dans cette maison sous une telle pression. Mais personne ne m'écoutait. Ils me licenciaient, me tapotèrent la main, me disaient de ne pas réagir de manière excessive. Je savais que la seule façon de les retenir était d'agir grand. Quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Du théâtre, comme vous l'avez dit. » Mais efficace Miss Marple l'étudia pendant un long moment puis fit un petit signe de tête. « Je comprends. Je ne cautionne pas, mais je comprends. » Elle marqua une pause puis ajouta « Il y a encore une chose que je dois vous dire. Le ruban de Madame Edgewater, celui que vous avez utilisé comme leurre, provenait d'une robe que vous portiez il y a des années. Mais le morceau déchiré que j'ai trouvé dans le jardin ne provenait pas de cette robe, mais de la robe grise que vous portiez ce jour-là. La déchirure était déjà là, habilement recousue par la suite. » Le visage d'Evelyn s'est vidé de toute couleur. « Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait, » murmura-t-elle. « Non, la plupart ne le feraient pas. Mais j'ai pris l'habitude de remarquer ce qui est censé passer inaperçu. » Evelyn cligna des yeux, soudain en larmes. « Tu me trouves méchante ?» Miss Marple lui prit doucement la main. « Non, ma chère. Je crois que tu avais peur, je crois que tu as été maligne, et je crois que tu as commis une terrible erreur. » Elle se leva et se dirigea vers le foyer, plaçant une autre bûche sur le feu. Mais peut-être que maintenant, la véritable guérison peut commencer. La vérité est révélée, le testament est signé. Et vous, je le soupçonne, avez commencé à comprendre le pouvoir de passe caché derrière une mauvaise direction. Evelyn ne dit rien, mais lorsqu'elle se leva pour partir, elle se tint plus droite qu'avant. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait lentement dans les collines au-delà. De Rosewood, Miss Marple fit sa promenade habituelle. L'air était vif, le gel approchant, et les feuilles du chemin commençaient à se recroqueviller en forme cassante. À la porte du presbytère, elle s'arrêta et échangea quelques salutations avec le révérend Clément,
qui revenait de l'église. « J'ai entendu dire que tout était réglé maintenant, » dit-il prudemment. « Toute cette histoire avec mademoiselle Templeton, quelle tempête !»« Oui, » répondit Miss Marple, « mais je ne pense pas que ce soit la dernière fois qu'on en entendra parler. »« Non ? Les gens ont une bonne mémoire, » dit-elle, « surtout dans les villages. Ils pardonnent, mais n'oublient pas. » Il la regarda avec curiosité. « Et vous, Miss Marple, pardonnez-vous » Elle a pensé à ça. « J'essaie de comprendre. C'est le mieux que nous puissions faire. Le pardon viendra plus tard. » Elle lui souhaita bonsoir et continua son chemin. De retour à Dunmaid Cottage, Miss Marple prépara son thé du soir et tria sa correspondance. Elle y trouva une lettre de sa nièce à Londres, une recette extraite de la dame, et un colis de fils à broder provenant d'une boutique de Bath. Tandis qu'elle versait de l'eau chaude dans la casserole, elle s'autorisa un léger sourire. Tant de gens étaient sûrs de savoir ce que signifiait le ruban, ce que signifiait la chute, ce que signifiait la lettre et la cloche, mais au final, tout se résumait à une seule chose: comprendre la nature humaine. Certains mentent pour se protéger, d'autres pour prendre le contrôle, d'autres encore parce qu'on ne leur a jamais appris à dire la vérité à voix haute, mais la vérité, la vraie vérité, avait tendance à se faufiler comme la lumière du soleil à travers des rideaux de dentelle. Une semaine après que la vérité finale ait émergé, après qu'Evelyn Templeton ait avoué sa tromperie, après que M. Markham ait fui Rosewood sous le couvert du crépuscule, et après que Mme Edgewater ait repris son groupe de bridge hebdomadaire avec un froid permanent dans ses invitations, le village a commencé lentement à respirer à nouveau. Ce n'était plus le même souffle qu'avant. L'air avait subtilement changé. La confiance, autrefois accordée avec légèreté, passait désormais au crible de la prudence. Les voisins se réunissaient toujours pour le thé, flânaient toujours dans les ruelles, s'agenouillaient toujours côte à côte sur les bancs le dimanche, mais avec une nuance de calcul dans leur conversation, une nouvelle conscience dans le regard, parce qu'il s'était passé quelque chose à Rosewood, quelque chose de calme mais de profond. Et bien que le journal qui a rapporté l'incident l'ait intitulé « Un malentendu inhabituel à Darnley Grange », ceux qui l'ont vécu savaient que ce n'était pas un malentendu, c'était une leçon sur la peur, l'orgueil et le mauvais jugement, et personne n'avait appris plus qu'Evelyn Templeton elle-même. Miss Marple lui rendit visite par un vendredi matin frais, un panier de scones au bras et un bouquet, de lavande fraîche à la main. Darnley Grange avait la même apparence de l'extérieur, sombre, recouverte de lierre, impénétrable, mais il y avait désormais une fraîcheur, comme si une fenêtre longtemps close s'était enfin ouverte. Evelyn la retrouva au salon, un plateau de thé déjà posé. Elle avait retrouvé une élégance discrète, vêtue simplement mais sans plus de gris, et portant à son col une délicate broche verte ayant appartenu à sa mère. « Tu as bonne mine, ma chère, » dit Miss Marple en lui tendant la lavande. « Tu as plus de couleur et plus de lumière, je trouve. J'apprends, » dit Evelyn avec un léger sourire. « Ce n'est pas facile, mais j'apprends. » Ils burent leur thé en silence pendant un moment, le genre de silence possible uniquement entre des gens qui ont traversé quelque chose de difficile et qui ont quand même choisi de se revoir. « J'ai parlé à Hetty ce matin, » dit enfin Evelyn. « Elle a été acceptée à l'école d'infirmière de St. Mary's. J'ai accepté de la parrainer. Elle partira au printemps. Comme c'est magnifique, » dit Miss Marple. « Elle fera une excellente infirmière. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus peur à la maison. Je suppose que c'est aussi quelque chose. C'est beaucoup. » Dit doucement Miss Marple. Evelyn baissa les yeux dans sa tasse. « J'ai encore honte, tu sais, de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai fait pour me faire écouter. »« Tu aurais pu faire mieux, » dit Miss Marple, gentiment mais honnêtement. « Mais tu aurais aussi pu faire pire, bien pire. »« Je crois que le pire, » dit Evelyn, « c'était de réaliser combien il était facile de me mentir à moi-même, de dire que je ne faisais de mal à personne, que c'était justifié. Mais rien de tout cela ne me semblait justifié
quand Madame Edgewater était en cellule et que Lionel était interrogé comme un criminel. Miss Marple posa sa tasse. La frontière entre justice et vengeance est très ténue et très tentante. Mais vous avez reculé. C'est ce qui compte maintenant. Les yeux d'Evelyn brillèrent. « Tu crois toujours en moi ?»« Je crois en la capacité des gens à s'épanouir, » a déclaré mademoiselle Marple. « S'ils le souhaitent. » Dans les jours qui suivirent, le village commença à s'installer dans un nouveau rythme. Aux 2 ormes, les ragots sont revenus à des sujets plus agréables. Le gâteau éponge douteux de Madame Fawcett, une rumeur d'un fantôme aperçu près du bureau de poste et des spéculations sur la question de savoir si la Rosewood Gardening Society pourrait enfin autoriser les plantes vivaces à être jugées séparément des annuelles. Le colonel Appleton, qui avait été l'un des accusateurs les plus virulents de Lionel, parlait désormais de vagues généralités à propos de jeunes hommes incompris et révisait ses déclarations antérieures avec une flexibilité impressionnante. Madame Edgewater, quant à elle, s'était retirée de la société pendant un temps, mais réapparut bientôt sans jamais aborder directement ce qui s'était passé, mais avec la dignité guindée de quelqu'un déterminé à continuer, quoi qu'il arrive. Était-elle vraiment ignorante des craintes d'Evelyn, ou la culpabilité se cachait-elle quelque part derrière ses plis pressés et ses théières polies? Personne ne le savait, et personne ne posait la question. Miss Marple ne la poursuivit pas plus loin. Certaines vérités auraient mieux fait d'être laissées dans leur silence. Au Dunmead Cottage, la paix était revenue avec une satisfaction définitive. La fougère, désormais rempotée et florissante, avait produit 2 nouvelles frondes. Le jardin, taillé pour l'hiver, promettait le printemps sous son sol. Miss Marple retourna à sa couture, à ses taches de fleurs d'église et à ses thés du soir. Un après-midi, elle reçut une lettre d'Evelyn, soigneusement écrite avec une force nouvelle dans ces lignes. « Chère Miss Marple, j'ai réécrit le testament. Un vrai, cette fois. Signé devant témoin. La succession ira à la fiducie du village. Vous aviez raison, c'est différent après l'avoir fait ouvertement. J'ai également décidé d'ouvrir Darnley Grange 1 fois par semaine aux visiteurs, à partir d'avril. Le domaine accueillera l'exposition de printemps de la Société de jardinage. J'espère que vous y serez. » Avec tendresse et profonde gratitude, Evelyn Miss Marple sourit en pliant la lettre. Ce ne sont pas les mots qui l'ont touché, mais le ton. Ni craintif ni anxieux. Réglé. Le premier dimanche de l'Avent, tandis que les cloches de l'église sonnaient dans les ruelles gelées, Miss Marple se rendit à la messe, enveloppée dans un doux châle gris. L'air sentait la tourbe et le houx. À l'intérieur de l'église, les villageois se sont rassemblés en manteaux et écharpes, murmurant leurs salutations, hochant la tête les uns aux autres, avec une chaleur solennelle propre aux petites communautés qui ont résisté à quelque chose de troublant et en sont ressorties, sinon plus fortes, du moins plus conscientes. Le révérend Clément a prononcé son sermon, abordant le pardon et le fardeau du silence. Et Miss Marple, assise au fond, à côté de Madame Clément, écoutait non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec ses yeux. Elle observait la façon dont les gens se tournaient les uns vers les autres, la longueur de leur regard, la rapidité avec laquelle ils détournèrent le regard. Elle vit Evelyn, debout avec une grâce tranquille, quelques bancs plus loin. Hetty, à côté d'elle. Elle vit Madame Edgewater flanquée de ses compagnons de pont, serrant son livre de cantiques un peu trop fort. Et elle a vu le nom de Lionel Templeton parmi les absents, après avoir envoyé une carte postale de Marseille sur laquelle on pouvait simplement lire « Un nouveau départ ». Lorsque le dernier hymne a été joué et que la congrégation s'est déployée dans l'air frais de décembre, Miss Marple est restée assise un moment de plus. Elle pensa à la cloche de Darnley Grange. Ce son qui avait autrefois suscité confusion, peur et suspicion, mais qui finalement avait révélé quelque chose de proche de la vérité. Elle se leva lentement et suivit les autres dehors. Alors qu'elle rentrait chez elle,
le givre crépitant, sous ses chaussures et le soleil perçant au-dessus des toits, Miss Marple parlait à voix haute à personne en particulier. Les gens ne sont jamais vraiment ce qu'ils paraissent, mais je suppose que c'est ce qui rend la vie si intéressante. Dinah la chatte attendait sur le rebord de la fenêtre quand elle revint, la queue remuant en signe de réprimande silencieuse pour avoir été laissée derrière. Miss Marple ouvrit la porte, laissa entrer la lumière du matin et sourit. L'hiver s'intensifiait à Rosewood, drapant ses haies de blanc et projetant des volutes de fumée de cheminée dans un ciel frais. Les événements de Darnley Grange passèrent peu à peu des ragots au folklore villageois. Une histoire curieuse, sans méchant, clairement identifié, ni héros proclamé haut et fort. Le cottage de Miss Marple, Danemead, était resté quasiment inchangé, propre, chaleureux et imprégné d'un léger parfum de lavande séchée et de cire au citron. Mais pour ceux qui y prêtaient attention, et rares étaient ceux qui le faisaient vraiment, un calme nouveau se dégageait de son attitude, celui qui suit une affaire résolue non seulement avec vérité, mais aussi avec compréhension. Elle avait vu beaucoup de choses au fil des ans. Meurtres, disparitions, vols, trahisons. Elle avait vu le terrible enchevêtrement de la nature humaine se dérouler dans les salons comme chez les femmes de chambre. Mais quelque chose persistait dans l'affaire Evelyn Templeton. Non pas à cause de l'énigme elle-même. Celle-ci en vérité avait été simple, quoique délicatement dissimulée, mais parce qu'elle avait révélé quelque chose de plus profond. Pas vraiment méchant, mais désespéré. Une jeune femme, longtemps ignorée, longtemps pressée, avait créé une scène si théâtrale, si précise dans son imitation de la menace, qu'elle avait accidentellement provoqué un véritable danger. Et ce faisant, elle avait révélé les dangers discrets d'une vie vécue sous le voile de la politesse. Ce n'était pas le crime auquel Miss Marple s'attendait, mais c'était le crime qui était arrivé. Et il allait comme un gant à Rosewood. Là, veille de Noël, Evelyn Templeton est arrivée à Danemead avec un colis emballé et un sourire nerveux. « J'espère que ce n'est pas trop direct », dit-elle en le lui tendant. « Je voulais juste te remercier, comme il se doit. » Miss Marple, vêtue d'un cardigan en laine et affichant un sourire satisfait, écarta la formalité. « Ce n'est pas nécessaire, ma chère, mais merci. » À l'intérieur de l'emballage se trouvait une petite cloche en argent délicatement moulée, dont la poignée était gravée de vignes et de minuscules roses. « C'est censé sonner pour les invités, » dit Evelyn, « mais seulement s'ils sont bien intentionnés. » Miss Marple rit, ses yeux bleus pétillants. « Alors je le garderai dans un endroit bien visible, une sorte de système d'alerte précoce. » Ils restèrent assis un moment près du feu, sirotant du thé épicé et regardant la lumière décliner sur le jardin enneigé. Dinah la chatte s'étendait voluptueusement sur le tapis du foyer, indifférente aux sentiments ou aux cérémonies. « Tu sais, » dit Evelyn au bout d'un moment, « je crois que je croyais que les gens comme toi n'existaient que dans les livres. Des femmes intelligentes qui voyaient des choses que personne d'autre ne voyait, qui résolvaient des crimes et se mettaient ensuite à faire des scones, comme si de rien n'était. » Miss Marple gloussa. « J'ai préparé plus de scones après des meurtres que je ne veux en compter. Mais ce n'est pas la résolution qui compte, ma chère, c'est la vision. La plupart des gens ne regardent pas vraiment. » Evelyn hocha la tête. « Et c'est vrai, j'essaie. Mais j'ai aussi appris que les gens ordinaires, sont parfaitement capables de choses monstrueuses quand ils se sentent ignorés. C'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas ?» Evelyn fixait sa tasse de thé. « Je voulais avoir de l'importance, juste une fois. »« Tu le sais, » dit doucement Miss Marple. « Tu ne t'en étais simplement pas encore rendu compte. Ils n'ont plus beaucoup parlé après ça. Ce n'était pas nécessaire. » Le lendemain matin, Miss Marple assista à la messe de Noël à Saint-Winifred. L'église du village était baignée de lumière, baignée de pain et de bougies, et résonnait des chants et des harmonies, ainsi que du bruit des bottes sur les vieilles dalles. Evelyn était là, assise à côté d'Hetty et de sa petite sœur venue de Bristol. Madame Edgewater était là aussi.
impeccablement vêtu comme toujours, son chapeau orné de gui, son sourire plus petit que d'habitude. Lionel Templeton, bien sûr, était parti, probablement toujours à bord d'un yacht méditerranéen, en train de gâcher un nouveau départ. Le docteur Lennox lut la leçon ce matin-là d'une voix forte et rassurante. Et lorsqu'il arriva au passage sur la paix sur terre et la bienveillance envers les hommes, Miss Marple pensa en son fort intérieur que la paix était une chose bien plus complexe que la plupart des gens ne le pensaient. Ce n'était pas l'absence de problèmes, mais le calme qui les suivait. Le fait de savoir que l'on a résisté à une tempête et que l'on a appris quelque chose des décombres. Ce soir-là, tandis que les cloches sonnaient à travers les champs gelés et que les lumières scintillaient, comme des étoiles dans les cottages de Rosewood, Miss Marple était assise avec son journal ouvert sur ses genoux. Elle y écrivait rarement, seulement lorsqu'un événement vraiment important se produisait. Elle trempa alors sa plume dans l'encre et commença d'une écriture prudente et posée. 25 décembre, Bois de Rose. L'affaire de Darnley Grange a enfin pris fin. La cloche qui a sonné sans visiteur s'est avérée plus une invitation qu'une alarme, un signal non pas de meurtre mais de peur et de manipulation. Evelyn Templeton a mis en scène sa propre chute, mais le mensonge a été submergé par des vérités plus profondes. Markham, l'avocat, a utilisé ses craintes pour protéger ses propres intérêts et a failli causer un préjudice réel. Et pourtant, je crois que toutes les parties ont changé, même légèrement. C'est peut-être le mieux que nous puissions espérer. Parfois, le crime n'est pas commis par cruauté, mais par silence. Le silence est dangereux. Il pousse comme du lierre sur une vieille pierre, beau de loin, destructeur de près. Je garderai ma nouvelle cloche près du portail du jardin. On ne sait jamais quand le prochain visiteur arrivera, ni s'il sera bien intentionné. Elle posa son stylo, replia le journal et se leva pour attiser le feu. Dehors, la neige avait cessé de tomber et le ciel était clair. Les étoiles brillaient plus que d'habitude, nettes et froides, comme si elles avaient été nettoyées. Miss Marple se tenait à la fenêtre et regardait son village tranquille dormir, pas parfaitement, pas innocemment, mais en paix, pour l'instant.